Alors bonjour le Jarl, on te reçoit sur la chaîne en fait pour ton livre. Ça va mal finir. À mon initiative, j'ai voulu que tu viennes nous parler de ce que j'ai lu et de ce que j'ai trouvé dans ce livre. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, hein. Donc voilà, je vais pas faire durer le suspense pour les téléspectateurs plus longtemps que ça. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui m'a appris certaines choses, mais qui finalement a validé des choses que je pensais déjà. Donc merci d'avoir pris le temps et bien de venir voilà expliquer à nos téléspectateurs et bien la manière dont tu vois les choses, la manière dont tu vois la France aujourd'hui. On va en parler ensemble. Bonjour le Jarl, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors avec plaisir, bonjour déjà, merci pour l'invitation. Alors on ne dit pas le jarl, on dit le jarl. Le J en scandinave se dit je, donc Ok. le jarl. C'est une erreur que beaucoup de gens font, ça me fait marrer à chaque fois parce que toutes les vidéos je dis le jarl te salue et les gens disent jarl. C'est incroyable. Euh, alors, qui je suis? Alors, je suis à la base un entrepreneur né, hein. J'ai eu beaucoup d'entreprises. J'en ai eu, d'ailleurs, je l'explique dans mon livre, le parcours d'entreprise. Ouais. J'ai eu 8 entreprises dans ma vie. J'ai eu 7 réussites et un très gros échec. J'ai connu les très hauts et puis j'ai connu surtout un très très bas. Et puis finalement, je l'explique hein, dans le bouquin. Ça d'ailleurs, hein, j'ai un passage là-dessus où je dis que c'est le moment où j'ai le plus appris. C'est quand j'ai perdu que j'ai vraiment vraiment appris. Et puis les gens m'ont surtout connu par le biais des réseaux sociaux où je me suis retrouvé, moi j'aime bien le terme plutôt lanceur d'alerte parce que les gens me disent influenceur de droite aujourd'hui, mais je m'estime plus être un lanceur d'alerte où j'essaie d'expliquer par le biais des vidéos de la situation réelle de notre pays. Et rien de mieux que de faire des vidéos de terrain. Et comme j'étais un homme de terrain, je dis j'étais parce que je n'y suis plus depuis quelques mois maintenant. J'ai des projets, hein, mais, mais j'étais en petite pause et ça fait du bien de faire une pause. Voilà, donc on m'a connu comme ça par le biais de vidéos sur tous les réseaux sociaux. Et pourquoi est-ce que je pense avoir fait vraiment être reconnu un peu partout maintenant, partout où je vais, dans n'importe quelle ville, c'est que j'ai eu la logique de faire toutes mes vidéos, de les placer sur tous les réseaux confondus. Et souvent, les gens qui vont sur les vidéos, ils vont choisir un endroit, soit TikTok, soit Instagram, soit Facebook, et puis là-dessus, ils vont balancer toutes leurs vidéos et ils vont se contenter de leur réseau-là principal. Et moi, j'ai pas fait comme ça du tout. Et toutes mes vidéos, je les plaçais systématiquement en même temps sur tous les réseaux sociaux, ce qui fait que j'ai visé tellement large qu'en très très peu de temps, je me suis fait un moyen, enfin une zone incroyable de nombre de vues, puisqu'aujourd'hui je tourne à 25 à 30 millions de vues par mois, tout réseau confondu, ce qui fait que ça fait beaucoup. Et donc je ne suis plus un personnage privé, je suis devenu un personnage public. Et donc voilà. D'accord. Bah, merci pour cette présentation. C'était pas prévu, mais du coup, vu que tu en parles, est-ce que c'était voulu de ta part, en fait? Oui, j'imagine d'être aussi, comment dire, d'être aussi présent sur les réseaux. Et c'était quoi le but en fait? Pourquoi t'as commencé ces vidéos et pourquoi Non, t'as voulu te faire connaître en fait? C'était quoi le message? en vérité, ça a été, je mentirais de dire que tout a été préparé, hein. Ce serait bien de dire un ancien entrepreneur qui a tout géré son truc et tout s'est passé. Tout Ouais, serait faux. Non, la vérité, c'est que c'est un vrai hasard. C'est-à-dire que j'ai commencé à balancer des vidéos sur d'abord TikTok et j'ai fait un carton quasiment immédiat en une semaine. C'était plusieurs ouais. millions de vues en une semaine à cause de ma fille. J'en parle hein, dans le livre d'ailleurs de ça. C'était un pari avec ma fille. Et quand j'ai vu que ça prenait, que le message était compris, très rapidement, ma femme m'a dit, tu changes ton nom, t'enlèves ton nom, ton prénom, tu mets un pseudonyme. Et puis, bah, voilà, j'ai balancé sur les vidéos et puis sur les réseaux sociaux, pardon, et ça a fonctionné. Voilà. C'est souvent le hasard hein, qui fait qu'on réussit, les gens, là, un coup de chance, quoi. On dit toujours, j'adore le management et la gestion d'entreprise. Je pense que j'ai lu à peu près tous les bouquins connus et reconnus sur ce sujet. Et puis très rapidement, on oublie l'essentiel de dire que très souvent, quand on réussit quelque chose, il y a une grande part de chance. Ouais, c'est clair. Voilà. Mm. Alors même s'il y a peu de gens qui, à mon avis, ne te connaissent pas encore, ce sont des vidéos de quoi en fait? Et tu montres quoi sur ces vidéos majoritairement? Je montrais et je montre encore, d'ailleurs je le fais toujours, je montre la situation réelle de l'insécurité en France. Voilà, c'est le sujet principal de mes interventions. D'ailleurs, quand on me demande d'intervenir médiatiquement aujourd'hui, on parle généralement de l'insécurité, on me demande mon avis et comment y pallier, quoi. Ouais, Donc voilà. ouais, effectivement, pardonne-moi, je te coupe. C'est ce dont on va parler en fait dans la vidéo, tout en parlant du livre, parce que c'est aussi le sujet du livre. Mais avant tout ça, en fait, je voulais qu'on parle un petit peu. Alors, t'en parles dans le livre, donc c'est quand même parler du livre. Mais avant de véritablement rentrer dans la thèse du livre,
parce qu'il y a une vraie thèse dans ce livre, mine de rien, on va en parler. Je voulais revenir sur ton parcours, en fait. Tu commences justement le livre en parlant de ton enfance et de l'importance pour toi du rôle de chef de famille. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu dans les grandes lignes de ton parcours et de ce qui t'a mené en fait à peut-être penser comme tu penses ou être comme tu es, ce qui va aider en fait, si tu veux, tout le monde à comprendre en fait, eh bien par ton parcours, comment tu en es arrivé à regarder la réalité dans les yeux, quoi, quand beaucoup de gens ont du mal. Alors, je suis issu d'un beau papa et d'une maman, en fait, d'un remariage, en gros, quoi. Et donc, Ouais, j'avais un beau papa français, et jusqu'à mes 15 ans, à peu près, je croyais que c'était mon vrai père. Malheureusement, ce papa-là, enfin, ce beau papa, mais en réalité, je l'appelais papa, parce que moi, il est très, très jeune, donc je n'avais pas de souvenir autre que lui. ouais, Donc je l'appelais papa, était un alcoolique notoire et violent. Voilà, donc comme bah, je m'en plains pas hein, parce que c'est ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Donc ça paraît incroyable, mais ce que je suis aujourd'hui, il en a participé grandement. Pas pour les bonnes raisons, mais en attendant, il a fait ce que je suis devenu. Et puis, il s'est passé des faits que je raconte dans le livre qui font que ça a perturbé ma vision à l'âge de 15 ans, où ma mère m'a appris que finalement, celui que je croyais être mon père n'était pas mon père, mais en même temps, comme je le voyais comme un gros salaud violent avec ses enfants et sa femme, ça n'a pas été un drame pour moi, mais au contraire, quelque chose, presque une chance, en disant, voilà, en fait, lui, le con, c'est pas mon père. Donc je suis parti à la recherche de mon vrai papa, et mon vrai papa est un Croate, enfin était parce qu'il est décédé cette année, et je l'ai rencontré très jeune, 15 ans, une quinzaine d'années. Je raconte rapidement ça dans le livre aussi. Et à partir de là, j'ai vraiment commencé à étudier. J'adore l'anthropologie, d'où on vient, pourquoi on est comme ça, comment on fonctionne. Et ça m'a passionné très vite. Et j'ai fait quasiment toute ma vie comme ça, en fait, même mes entreprises, mon organisation personnelle, mes collaborateurs, voilà, j'ai toujours essayé de transposer ça à l'humanité entière en oubliant le cas personnel. Et c'est aussi ce qui fait qu'on parle pas mal de moi, c'est que je ne raconte pas une bagarre simplement comme une bagarre classique, que quand je parle de bagarre, j'explique pourquoi. Et quels sont les fondements réels de l'humanité autour d'un conflit. Voilà. Donc je parle de territoire, j'en viens souvent dans le livre du territoire, c'est la base essentielle de l'humanité, ça fait 70 000 ans qu'on se bagarre pour le territoire. on va en La parler maison, effectivement. Ouais. voilà, la Ouais. maison est notre territoire, les parents sont les premiers à nous créer notre propre territoire, le salon, la cuisine, notre chambre, la chambre des parents, c'est le territoire. Quand Ouais. déjà là, ça merde, quand à cet endroit-là, déjà ça fonctionne pas, je donne des exemples hein, des fois, mais là rapidement, parce que je sais que ça va plaire sur ta vidéo. Quand à 2 heures du matin, ton gamin de 15 ans, il est dehors dans la rue, il y a un problème de territoire. Il y a un vrai problème. Donc voilà. Et tout part de là pour moi. Et il y a d'autres experts qui cette année ont repris un peu mes théories de mon livre et finalement finissent par reconnaître que ce que je raconte dedans est plutôt logique et qu'il y a peut-être un travail à effectuer là-dessus, sur toutes ces bases-là, quoi. D'ailleurs, il y a Ouais. même des chercheurs du CNRS dernièrement j'ai appris ça en mai-juin, qui sont sur mon dossier visiblement. Ça me fait marrer. Ouais, c'est assez marrant ce que tu viens de raconter parce que ça me fait penser, sans s'éterniser là-dessus, mais en fait, je regardais moi tes vidéos, je regardais tes interventions, voilà, je te découvrais pas avec le livre en fait, hein. Je regardais, et je me disais, purée, mais il a raison, ce qu'il dit, il a raison. Et en fait, moi, c'est pareil, j'ai grandi en foyer et c'est vrai qu'en fait, si tu veux, j'ai l'impression que la vision que tu as, quand on a eu une vie un petit peu compliquée dans l'enfance, on comprend rapidement que parfois, dans certaines situations, seule la violence peut arrêter la violence. En fait, Hmm. c'est juste qu'il n'y a pas le choix en fait. Et c'est ça que j'aime bien en fait chez toi, c'est ça que j'aime bien dans ton livre. Mais on va en parler et puis on va parler des territoires parce que c'est le sujet central du livre. Avant ça, je voulais savoir pourquoi tu as utilisé ce titre radical finalement. Hein, c'est un titre un petit peu radical. Ça va mal finir. Comment ça se fait? Est-ce que vraiment tu penses que ça va mal finir ou est-ce que c'était plus marketing? Non, vraiment ça va mal finir. C'est une interrogation réelle. Ça va mal finir. Moi, je suis de nature optimiste, hein, pourtant, hein. Mais Ouais, plus je vois les semaines passer, et puis ça s'est pas arrangé hein, depuis la sortie du livre, hein, ouais, plus je me dis que ça va mal finir. Et là, j'ai presque envie de dire aujourd'hui, avec les derniers faits qu'on a vus là ces dernières semaines entre l'Ukrainienne aux États-Unis, Charlie Kirk qui se fait descendre, bah, en fait, ça va mal finir. Je dirais presque, bah ça y est en fait là, ça y est, ça a mal fini là. C'est-à-dire ouais, que ça va tellement loin
les limites même ne sont plus arrêtées, et puis bah, ça y est, il se passe des folies. Et c'est aussi là, une sonnette d'alarme. Quand je dis lanceur d'alerte, j'aimerais bien que réellement nos députés, nos ministres commencent vraiment à se rendre compte de ce qui se passe, et que même, et je dis bien de la gauche à la droite, hein, l'extrême gauche à la droite, parce que pour moi, il n'y a plus d'extrême droite aujourd'hui en France, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire. Il y a une extrême gauche et il y a la droite. Il y a la droite centriste, puis la droite droite, et puis la droite un peu plus à droite, ou qui veulent être conservateurs, mais l'extrême droite. Je suis un passionné d'histoire, hein. Anthropologie, l'histoire, en général, tout va ensemble. Il faut vraiment bien se renseigner sur le terme fascisme pour savoir ce qui s'est passé dans les années 40, pour bien se rendre compte que on en est vraiment très très loin, et tant mieux. Alors, il y a toujours des furieux, hein, il y a des ultra-droites, comme on dit. J'en ai rencontré, j'en connais d'ailleurs, hein, sur Rennes, il y en a un peu sur Rennes, mais bon, on parle d'une telle minorité qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de drame, quand on les voit pas se balader dans la rue comme on essaye de nous faire croire, à péter la gueule à tous les rebeux qui passent, quoi. Enfin bon, et tant mieux, parce que c'est pas, ce serait de mentir que de dire un truc pareil, en fait. Je dis pas que ça n'a pas existé. Je dis qu'en 2025, ça n'est plus le cas, en fait. À l'inverse, ce qui est très inquiétant, et ça contribue dans le livre, j'en parle. D'ailleurs, j'en ai fait les frais. L'extrême gauche est arrivée à un tel point de violence qu'aujourd'hui, on a inversé les choses, et que si on doit pointer du doigt des gens qui sont réellement, qui ont réellement un comportement de fasciste, bah, c'est eux en fait. C'est eux, quand on regarde, ils veulent faire interdire les médias, interdire les chaînes, interdire certains livres. Bon, ils ont essayé de faire interdire mon livre. Ils tabassent les gens dans la rue. À Rennes, on a le cas, hein, l'extrême gauche qui défonce des jeunes étudiants de droite qui sortent de leur truc. On a eu ça il y a encore quelques mois. J'avais d'ailleurs posté les vidéos. Enfin, c'est dramatique, ça c'est l'extrême gauche. Voilà. C'est très inquiétant ça. Complètement. Et pour aller dans ton sens, il y a une semaine, j'ai posté la vidéo sur mes réseaux sociaux. J'ai essayé de débattre avec des pro-palestiniens en local dans ma ville. Eh bien, ça a failli partir en vrille, effectivement. Et c'est bien parce qu'il y avait une grande majorité de déconstruits que c'est pas parti en vrille. Les pauvres, je les aurais cabossés. Mais voilà. Mais c'est clair que quand ils sont en nombre, ils sont très virulents. Hmm. Alors, on va passer au livre maintenant. On va vraiment rentrer dans le livre. Donc, tu le disais, tout est question de territoire pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer? Est-ce que tu parles de géographie? Est-ce que tu parles, voilà, tout est question de territoire. Je voulais juste mettre ici, entre parenthèses, vite fait, la phrase de comment s'appelle-t-il, de Samuel Huntington dans le choc des civilisations. Pareil, ce livre, beaucoup de gens disent que c'est un livre raciste, etc. Faut vraiment le lire. Ça n'a rien à voir avec un livre raciste ou qui souhaite le choc des civilisations. Au contraire, ils souhaitent l'esquiver. Mais en tout cas, dans ce livre, ils disent que toi, tu dis dans ton livre, il dit en fait, il n'y a jamais aucune civilisation qui a vécu en paix sur un même territoire géographique avec d'autres civilisations. En fait, le communautarisme heureux, ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je suis complètement d'accord avec ça. On rêverait, hein. Tout le monde rêverait que ça fonctionne. Dire le contraire serait complètement débile. On aimerait le vivre ensemble. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont vendu ça d'ailleurs il y a quelques années. J'y croyais, jusqu'à un moment donné où on vieillit, on analyse, on essaye de comprendre, et on se rend compte que bah non, ce n'est pas jouable et ça ne fonctionne pas. Et de toute façon, naturellement, les choses se compartimentent chez les humains. Ça a toujours été comme ça. Je suis bien placé pour le dire. Je suis né d'un papa croate. Quand je parle des personnes immigrées, des personnes qui... En fait, je fais partie de ceux qui vivent la situation puisque je la connais. Donc je peux en parler en fait. Et on va pas me dire, ah ouais, racisme. Mais raciste de quoi? Si je te parle de communauté, je suis quand même bien placé pour le savoir. Quand dans une région ou dans une ville comme Rennes, il y a tout un endroit où tous les mecs des pays de l'Est se regroupent, et puis que quand on y est, bah non, en fait, c'est que des mecs des pays de l'Est ou avec des origines des pays de l'Est. Et puis que quand ils sont ensemble, bah ils sont ensemble. Ils font pas venir d'autres gens en fait. C'est pas grave. Il faut juste pas le nier, en fait. Ça veut pas dire, ouais, c'est pas bien. Non, mais non, il faut juste pas le nier. Mais les rebeux font la même chose. Vous allez prendre des groupes de Pakistanais, ils vont être ensemble. Vous allez prendre des groupes de Marocains, ils vont être ensemble. Alors, c'est pas une généralité, évidemment. On va dire, oui, mais moi, j'ai des potes marocains, moi, j'ai un pote. Mais bien sûr, mais tout le monde, en fait. Tout le monde. Mais il faut jamais réfléchir pour l'humanité dans un cas particulier. Quand on parle de l'humain, de l'humanité, des hommes avec un grand H majuscule, il faut toujours parler en nombre. Et comment on fonctionne en nombre, en groupe, en clan? Ça fait 70 000 ans qu'on fonctionne pareil, on n'a jamais changé. Et qu'à chaque fois qu'un peuple a essayé de changer ça, c'est parti dans de guerres très graves. Encore une fois, je suis assez bien placé pour le dire, la Yougoslavie en est un parfait exemple. Quand dans le même pays, tu décides de compartimenter un endroit et de mettre les Serbes, les Croates, les Albanais, enfin les Bosniaques, enfin, tu peux tout remettre dedans, la guerre de Yougoslavie,
ça a pété en fait. Ça a pété tellement violent qu'ils se sont entretués de porte à porte dans les immeubles. Le mec avec qui on mangeait la veille à faire un anniversaire, le lendemain, ils violaient leur femme. Ouais, Mm. ça c'est la Yougoslavie. Et que on a beau me dire oui, mais le vivre ensemble, mais non, mais en fait, regardons ce qui s'est passé tout le temps humainement, et à chaque fois ça a foiré. Et on sait pourquoi ça a foiré, mais c'est pas. En fait, il faut arrêter d'avoir cette vision, de dire ouais, mais dire ça, c'est facho, c'est raciste. En fait, c'est ça qui me fatigue le plus, c'est juste, mais en fait, c'est comme ça que ça passe, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Donc, il faut s'adapter. Ça veut pas dire que. Moi, souvent, je dis, ouais, l'immigration, il faut faire attention. Mais je suis issu de l'immigration. Mon père est arrivé en France il y a 54 ans, donc je suis issu de l'immigration. Mais par contre, je dis aussi, il faut arrêter de faire rentrer tout le monde, n'importe qui, à n'importe quel moment, parce qu'en fait, on fait n'importe quoi et en faisant n'importe quoi, on voit ce qui se passe. Alors, on le voit encore, les chiffres, l'insécurité à Paris dans les transports en commun, ils explosent avec des agressions, des viols, enfin, et des agressions violentes qui ont encore explosé, faits par des gens immigrés. Les faits sont là, les chiffres sont là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis pas surpris, en fait, ça surprend des gens, mais moi, je suis pas surpris. En fait, à un moment donné, quand on mélange trop de gens trop différents, pardon, à un moment donné, il y a des clashs parce que les gens ne se comprennent pas. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens mieux que d'autres, hein. Moi, je dis jamais ça. D'ailleurs, dans mon livre, j'essaie de l'expliquer. C'est qu'il y a des gens qui sont faits pour vivre dans des endroits, d'autres gens qui sont faits pour vivre dans des endroits. C'est anthropologique. D'ailleurs, on sait, quand on a commencé à devenir des nomades et qu'on a commencé à bouger, c'est là que les choses ont commencé à s'installer. Quand je parle avec les copains, je me fais rire, je rigole tout seul parce que souvent, même eux ne se connaissent pas. Ils savent pas pourquoi ils ont les cheveux frisés. Les blacks, ils ont les cheveux frisés, très crépus. Voilà, mais il y a toute une raison humaine pour comment la survie, constamment la survie. Et donc dans la survie, on est comme on est par rapport à notre climat. Donc le territoire est hyper important en réalité. Quand tu commences à ramener des gens qui n'ont absolument rien avec ni ta culture, ni ta façon de vivre, ni les religions en fonction des pays, elles comptent toutes, mais elles sont toutes bonnes à l'endroit où elles sont. Tu commences à mélanger tout le monde, c'est le bordel. J'expliquais toujours que dans une discothèque, c'est le reflet d'un pays. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois mélanger tout le monde au même endroit. Et tu dois trouver justement des variantes à l'entrée. C'est le travail du physio de dire attention, j'ai un niveau, et tous les physios de France ou du monde font pareil, mais personne le disait. J'étais le premier à le dire. Et d'ailleurs, ça a choqué. On a dit, putain, qu'est-ce qu'il fait? Bah oui, on filtre les gens. Et je vais vous expliquer pourquoi on filtre les gens. Parce que si tu commences à pas bien respecter justement ce flux et d'organisation de territoire par rapport à la ville où tu es, à un moment donné, dans ta discothèque, c'est la bagarre générale. Et la Ouais. bagarre générale, elle démarre tout le temps à partir de ce principe-là, quand tu as fait de mauvais mélanges. C'est aussi simple que ça. Imagine dans un pays quand tu fais un mauvais mélange. Tu as la même chose, mais en fois 100, quoi. En passant, ouais. Alors, tu nous as parlé du danger de mélanger plusieurs civilisations, plusieurs anthropologies, osons le gros mot, hein, c'est compliqué de, déjà de dire aux gens de gauche que l'anthropologie et les civilisations, c'est quelque chose qui existe. C'est pas raciste, comme tu le disais, c'est la réalité, hein. Mhm. À gauche, on en est à dire une femme qui n'a pas de pénis, en fait, c'est dire qu'une femme n'a pas de pénis, c'est pas raciste. Donc, on a des gens aussi qui sont des spécialistes dans la négation de la réalité. Donc, c'est compliqué de parler avec ces gens. Ceci dit, donc tu nous as dit, je disais que les communautés ont du mal à se mélanger sur un territoire, on l'a bien compris, et toi tu le sais parce que tu l'as vu en boîte de nuit, c'est ce que tu nous expliques. Est-ce qu'il y a des communautés qui se mélangent mieux que d'autres de ce que tu as vu, et des communautés qui sont peut-être plus problématiques? Non pas encore, comme tu l'as dit, pour dire celui-ci ou cette communauté sont bons ou mauvais, simplement pour dire eh bien, est-ce qu'il y a des civilisations, des anthropologies, des cultures qui ont plus de mal à se mélanger avec les autres et peut-être savoir pourquoi, si tu as une idée. Alors, savoir pourquoi, ça va être un peu long, hein. Là, on pourra faire une vidéo là-dessus, mais il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet. J'en parle un peu dans le livre, hein. Enfin, un peu, j'en parle pas un peu, j'en parle beaucoup dans le livre. Alors oui, effectivement, c'est pareil. Et là, c'est pas d'hier, ça a toujours été. Sauf qu'aujourd'hui, la masse est tellement plus importante qu'on a tendance à en parler un peu plus. Tu sais, je l'explique dans mon livre, mais il faut toujours y mettre les bonnes phrases et les bonnes lignes parce que c'est compliqué de dire ça. Sinon, tu sais ce que c'est en France, c'est procès direct. Hein, c'est Ouais. direct procès. Donc, c'est 5 000 € d'avocat. Généralement, tu perds en fonction de l'endroit où tu es dans la ville. Moi, je suis dans une ville de Rennes, donc ceux qui me jugent sont tous de gauche. Donc, moi, je les perds tous.
C'est Ouais. systématique. Ouais. C'est vrai que j'ai même pas, j'y rêve même plus. Hein. C'est que je n'y vais plus parce que de toute façon, mon avocat me dit de toute façon, c'est mort à Rennes. Là, tu gagneras pas. D'accord, ok. Mais t'es à l'entrée d'une boîte. Tu peux faire rentrer 30 personnes issues, bah, tiens, 30 Asiatiques, par exemple, en même temps, du même groupe. Tu n'auras aucun problème. Ouais. Aucun problème. Ils vont rentrer dans la boîte, tout va bien se passer. S'il y avait l'un d'eux qui foutait la zone, ils se débrouillent entre eux. Ils s'attrapent, ils se mettent dehors. Et puis en Ouais. sortant, ils s'excusent. Hein, t'as rien à faire. Quand tu vas faire rentrer un groupe de Maghrébins, s'ils sont, je ne vais pas aller jusqu'à 30, hein, je vais aller à 5, 6, 7. Là, tous les portiers de France et d'Europe te disent la même chose. Moi, toutes les vidéos que j'ai postées, mais tout, j'avais des gens de Belgique qui me parlaient, j'avais des gens de Suisse qui me parlaient, même du Canada qui me parlent. Tu vois. Je dis du Canada parce que c'était la semaine dernière, quelqu'un qui m'a parlé longuement, qui est en travail, qui bosse en boîte de nuit. Mais tout le monde dit la même chose, il faut être honnête. En fait, c'est dire qu'à un moment donné, si tu les fais rentrer dans un groupe et que tu leur dis pas dès le démarrage, attention les gars, je vous préviens, ici c'est comme ça, comme ça, comme ça. Le moindre mec qui déconne, vous allez m'avoir sur le dos et ça va pas être cool. Ouais. En fait, il faut leur imposer des règles très strictes avec un comportement sévère. Et ben dans ce cas-là, très très vite, un regard, une bousculade, un verre qui tombe, ça peut être un truc à la con, et ben là, ils vont monter direct. Et direct, ça va partir en conflit. Et ça, c'est compliqué à gérer dans une boîte de nuit. Alors imagine comment ça peut être compliqué aussi dans un pays. Voilà, c'est ça la vérité. Ça ne veut pas dire que tous les Maghrébins de France sont des cons à l'entrée d'une boîte. C'est pas ce que je dis et c'est jamais ce que j'ai dit. J'ai dit juste que quand certaines communautés sont en groupe, elles ont tendance à moins bien se comporter que d'autres communautés. Mais eux, dans leur comportement, ils n'ont pas l'impression de mal se comporter. C'est ça qui est incroyable. Et c'est ça qu'il faut expliquer au niveau anthropologie après. Ça va Mm. pas être le sujet là, parce que c'est un peu long, mais où les Mm. gens achèteront le livre s'ils veulent un peu mieux comprendre. Mais Mm. on va parler par exemple de ma communauté. C'est plus facile de parler de soi. La communauté des pays slaves, donc les Croates par exemple, comme mon papa ou les Serbes, j'ai des Serbes dans ma famille, les pays de l'Est, on est considérés comme violents. Mm. Et je ne vais pas dire le contraire, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est des peuples violents. Et que quand ça part en bagarre, c'est un peu compliqué en fait. Moi, mon papa, de son vivant, à 72 ans, il était encore capable d'aller dans un camp je le dis ça parce que c'est un exemple d'il y a un an et demi avant de mourir, d'aller dans un camp avec des voyageurs, et puis aller se battre avec 4 voyageurs, tout seul. Voilà. En fait, le comportement et les traces anthropologiques que nous avons sont issus de ce que les pays ont vécu, et donc automatiquement il y a un comportement qui peut être parfois violent et qui peut déstabiliser un peuple qui n'a pas l'habitude de cette violence, les Français entre autres. Voilà, parce que nous on nous a pacifiés. Je dis nous, hein, parce que moi je suis né en France, mais j'ai des restes de mon papa, c'est sûr, sinon j'aurais pas fait ce que j'ai fait comme boulot et puis vécu autant de bagarres dans ma vie. Mais en réalité, j'ai été élevé à la française et avec la pacification de nos parents. Et tant mieux, parce qu'en vrai, c'était une belle façon de nous élever. Mais aujourd'hui, on se rend compte que on n'a pas les mêmes armes face à ceux qui viennent là et qui sont hyper violents, quoi. Ben, c'est ça le problème, c'est qu'on nous a pacifiés, comme tu le dis, c'est une belle chose, mais si tu fais rentrer des peuples qui sont ultra violents dans un peuple pacifié, ils vont se faire laminer. C'est un peu ça le problème. Et justement, ça fait une transition vers la question suivante. Tu nous dis que parfois, en fait, il faut qu'il y ait, comment dire, que la violence, elle est nécessaire pour rétablir le respect, elle est nécessaire aussi, on le comprend bien, pour sauvegarder sa vie, mais tout simplement parce que le respect, c'est quelque chose d'important aussi au niveau anthropologique, mais même pour toi dans ton métier, c'est important que les gens gardent le respect pour toi, parce que s'ils arrivent à prendre le dessus, c'est fini pour toi. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une juste violence. Et comment tu peux définir cette juste violence qu'on n'a peut-être plus en France, si on veut élargir à l'analyse du pays, et la violence qui est peut-être moins légitime? Ça, c'est difficile. C'est une très bonne question. Je crois que d'ailleurs, dans toutes mes interviews, il n'y a personne qui me l'a posé aussi bien. Alors bravo, c'est bien. Merci. C'est difficile parce que ça demande une grosse prétention en réalité. C'est terrible, hein, parce qu'en fait, qui a le droit demain d'être violent légitimement? Faut être un peu prétentieux pour oser dire ça. Euh, Sauf que bah, c'est en réalité ce que je pense. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, je disais souvent à mon équipe, d'ailleurs, ils regarderont ta vidéo, ils vont se marrer parce que c'était un truc que je disais très souvent, attention à la ligne rouge. Il y a une ligne rouge en fait. C'est-à-dire qu'en gros, si on commence à passer cette ligne rouge en termes de violence, alors on devient comme ceux qu'on dénonce.
c'est ça qui est difficile, c'est-à-dire que ne jamais dépasser la ligne rouge. C'est-à-dire que si on doit devenir brutal, c'est parce qu'en face, ils sont un dangereux, ils le sont aussi, d'accord? Donc ils respectent plus les règles du tout, et que la brutalité doit être à l'échelle de la faute faite en face. Mm. Et ça, c'est très difficile parce que j'avais une équipe de 10 gars. Et c'était souvent où, en réunion le matin, après un cas, justement, où on n'a pas eu le choix d'autrement d'être violent, j'étais malgré tout obligé de dire aux gars, là, toi, t'as déconné. Parce que quand je te dis stop, faut s'arrêter. Sinon, là, tu deviens comme eux. Si tu deviens comme eux, tu peux plus faire ce boulot. C'est Ouais. difficile à comprendre ça. Mais il y a une ligne rouge. Alors, souvent, je parle de calotte éducative. Ça fait rire les gens. Mais la calotte éducative, c'est simplement, ça ne tue pas. Et on peut choisir en plus si elle va être assommante ou pas assommante. Quand on a l'habitude de ça. C'est-à-dire que moi, je décide. Si je te mets une claque, je vais savoir si je vais t'assommer ou si je vais pas t'assommer. C'est moi qui vais décider. Et ça, bah voilà, si évidemment le mec, je vais pas dire d'insulte dans ton écran, mais si le gars t'insulte violemment, il y a des étapes. Peut-être qu'au début, tu dis trop rien, tu acceptes, et puis jusqu'à un moment donné où tu sens que la violence verbale devient telle qu'il veut pas s'arrêter, et que Mm. parfois, ben, une bonne calotte fait que d'un coup, il s'arrête. Et ça Ouais. marche. Hein. Il s'arrête parce qu'il dit, ah ouais, là, ça s'arrête. Alors, évidemment, s'il essaie de te mettre un coup, j'ai mis des vidéos hein, où des gens essaient de me taper, puis j'ai répondu. On les voit, mes vidéos en ligne. J'ai jamais personne qui m'a dit, ouais, t'aurais pas dû le taper. Bah si, il m'a tapé. Donc les gens là, dans ce cas-là, ils se disent, ah ouais, il y a eu violence. Donc Mm. évidemment, tu réponds. Ça les choque moins quand quelqu'un se fait taper alors qu'il a essayé de te taper avant. Mais Ouais. parfois, ils comprennent pas. Ce qui est plus difficile à faire comprendre, c'est, voilà, ça fait 3 fois qu'il vient de me traiter de fils de nana. Il vient de dire qu'il allait niquer ma mère, tu vois. À un moment Ouais. donné, il y a des stades où tu dis là, tu commences vraiment à manquer de respect. Moi, je t'ai pas insulté, je t'ai pas mal parlé, je t'ai pas craché dessus. Mm. Encore une fois, et tu vas manger le sol. Mm. Ouais, va te faire un pip. Allez, bing, terminé. Puis bah, Ouais. au réveil. Alors ça, c'est assez marrant parce que au réveil, ça se calme. Au réveil, ça s'excuse. Mm. Ça, c'est toute ma vie, hein, c'est 30 ans de discothèque. Et c'est ça qui est difficile à faire comprendre. Bah, on dit aux gens de gauche, mais oui, oui, aux gens de gauche, c'est difficile à faire comprendre parce qu'ils disent ouais, la violence, c'est pas bien. Oui, bah, ça, c'est ce qu'on nous a appris, c'est la Bible. Hein. C'est que Mm. c'est encore, c'est anthropologique, mais ça fait tellement longtemps qu'on nous dit quand on tend la joue gauche, tu dois tendre la joue droite, que bah, à la fin, sur une partie des gens, ils ont fini par l'intégrer totalement comme quelque chose de normal. Sauf que bah, non, c'est pas si normal que ça. Et d'ailleurs, en 70 000 ans, on n'a jamais fait ça. Hein. C'est qu'à la base, c'est tu veux te battre. D'ailleurs, il y a eu des duels pendant très très longtemps. Tu veux te battre, alors on va se battre. Et on verra qui va rester à la fin. Et ça fonctionnait comme ça. Ce qui a changé aujourd'hui, on parlait tout à l'heure d'avoir pacifié les Français, nos jeunes Français. C'est vrai, nos parents nous ont pacifiés beaucoup. Nos grands-parents ont pacifié nos parents et nos parents nous ont encore plus pacifiés. En fait, ça pourrait être magique. Il y a des pays hein, qui sont très pacifiques et ça fonctionne bien. Une seule raison, c'est que quand la police d'État que tu payes avec tes impôts fait en sorte que tu n'as jamais besoin de te battre dehors, alors tout est parfait. Ça Mm. fonctionne. Sauf Ouais. qu'on a un vrai problème en France, c'est qu'on a tellement inhibé nos policiers. Inhibé, ça veut dire, tu sais, pour ceux qui, c'est un mot que j'aurais pas dû utiliser. J'aime pas utiliser des mots comme ça. Moi. Je veux que tout le monde comprenne. C'est on a tellement, tu sais, forcé nos policiers à ne plus, à ne plus se défendre, à ne plus répondre, à plus rien faire, en gros, quoi que bah, en fait, ceux qui foutent le bordel le font de plus en plus. Les derniers événements, encore il y a 3 4 jours, des gamins de 16 ans qui défoncent littéralement le gars de la BAC, Ouais. en est la preuve ultime. Ça fait 4 ans. Tiens, ça, quand je dis ça va mal finir, bah là, ça y est, ça a mal fini en fait. Ouais, ce film, ils ont même plus peur en plus. Mais ils s'en foutent, ils n'auront rien, il ne se passera rien, les parents n'auront rien, on parlera d'ailleurs des parents, n'auront rien. Donc, à partir du moment où ils ne craignent plus rien, c'est ça ne fait plus que augmenter leur taux de violence. Mais ça a Ouais. toujours été comme ça, c'est pas spécifique à la France. Hein. Encore une fois, en termes d'anthropologie, ça a toujours été comme ça. Il y a eu une période de la vie humaine, si on parle de l'Europe, où les peuples, hein, j'adore les païens par exemple, les peuples païens, ils se foutaient sur la gueule en permanence les uns contre les autres pendant très longtemps. Ça a duré des décennies, jusqu'à un Ouais. moment donné où ils se sont dit, il va peut-être falloir que ça s'arrête, et puis on va faire tout le monde devenir. Ah, ils se foutaient tous sur la tronche parce que tu sais, c'était des problèmes de religion, tout le monde était mélangé et tout.
Bah, on a fait quoi? On a fait en sorte que tout le monde devienne, alors ça paraît incroyable, mais que tout le monde devienne catholique dans toute l'Europe. Et ceux qui n'étaient pas contents, ils étaient attrapés, mis en esclaves et envoyés dans les pays arabes. Ça, personne n'en parle jamais, mais le gros de l'esclavage qui a été fait, c'est des blancs qui partaient dans les pays arabes en échange d'or et qui étaient renvoyés dans nos pays catholiques. Et puis ça fonctionnait comme ça. Si tu voulais être païen et rester comme ça, on te coupait tout ce que tu avais, on t'emmenait. Encore une fois, ça c'est encore un problème de territoire, hein, on est bien d'accord. Et Ouais. donc, c'est ce que je te disais. Des fois, tu as vu, je m'échappe un peu sur d'autres trucs. Ça se mélange tout dans ma tête. Avec plaisir. Mais pour te dire que, voilà, et que, bah oui, c'est difficile à comprendre, mais il y a certains moments où, malheureusement, nos policiers, on leur donne plus le droit de mettre une calotte. Et moi, je fais partie de ceux qui disent, bah si, en fait, moi, j'aimerais bien voir un policier mettre une calotte à un gamin qui vient de le traiter d'encu, tu vois. J'aimerais bien, tu vois. Et là, je dirais rien. Moi, je dirais, vas-y, je vais t'aider, je vais lui en mettre une aussi. Il va comprendre. En fait, il faut réinstaurer le respect de nos forces de l'ordre. C'est plus le cas aujourd'hui, hein. Moi, je l'explique dans mon livre. Tu as vu, j'ai eu des convocations fréquentes parce que ça fait partie du métier, où je me retrouvais face à un policier qui était de gauche ou voire d'extrême gauche, quoi. Et c'était incroyable. Les discours qu'il me tenait étaient pour moi mais hallucinants. Je me disais, mais il est jamais sur le terrain. Il sait pas ce qui se passe dehors, en fait. Voilà. Complètement. Et d'ailleurs, juste petite parenthèse avant la question suivante. Moi, je suis complètement d'accord avec l'analyse que tu fais. Et pour aller dans ton sens, moi, je le disais, j'ai grandi en foyer et j'étais ultra violent avec les éducateurs, comme beaucoup de gamins qui ont des problèmes dans ces foyers-là. Et puis un jour, je me suis embrouillé avec un type qui était champion de boxe thaï, qui était éducateur, mais champion local de boxe thaï. Je le savais pas. J'ai commencé à le chauffer, à lui dire, moi, il me dit, viens, on discute, on va parler de ton avenir, va te faire un bip, 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 tu vois. Bref, je commence à le pousser. Il me dit, écoute, on a une salle de sport, viens, on va mettre les gants de boxe et on parle. Il m'a mis un coup, j'ai dormi. Je me suis réveillé, il m'a dit, on parle, j'ai dit, vas-y, on discute maintenant, c'est bon. Et c'est vrai que la violence a cet effet-là quand même. On peut pas passer outre ça. Et puis le deuxième point auquel tu m'as fait penser vers la fin de ton intervention, c'est cette fameuse analyse dans le Léviathan de Hobbes, pardon de sortir les grands mots, mais on est sur une chaîne littéraire un petit peu, et c'est vrai que Hobbes nous a appris dans sa philosophie, et notamment dans le Léviathan, que quand il n'y a pas un monopole de la violence exercée par l'État d'une manière extrêmement forte, comme tu nous l'as expliqué, eh bien, ça devient la guerre de tous contre tous. C'est-à-dire que, en l'absence d'une autorité qui fait en sorte que tout le monde se tienne tranquille, eh bien, les gens s'entretuent les uns les autres. Et je crois que c'est un peu ça aussi que tu nous disais. C'est exactement ça, voilà. Ouais. Mais j'entends que ce soit, j'arrive à comprendre que des gens ont été tellement pacifiés que ça, ils n'arrivent pas à le comprendre. En fait, j'arrive à le, je suis pas, moi je discute, j'ai un entourage proche de copains qui pensent pas tous comme moi, évidemment, hein. Et Mmh. je suis pas entouré que de droitards, hein. J'ai- et évidemment que j'essaye aussi d'avoir cette analyse où j'essaye de comprendre aussi pourquoi ils ne voient pas la réalité de ce qui se passe et la souffrance des gens réels dans la rue. Là, j'ai posé une vidéo tout à l'heure, là, il y a une heure. Elle est en train de faire un carton sur, je crois que le plus, là, pour l'instant, c'est Facebook et Insta, où j'interroge les gens parce qu'en fait, je leur dis, mais toi, tu as changé quoi dans ta vie aujourd'hui suite à une vidéo qui a circulé d'une nana dans un train qui explique qu'elle se Ouais. met plus jamais avec quelqu'un derrière elle dans le train suite à ce qu'elle a vu. Et Ouais. du coup, quand j'ai vu cette vidéo, je dis comment le changement humain s'opère toujours dans l'adaptation de la survie. Ça a toujours été 70 000 ans. C'est-à-dire que même si nos parents nous ont pacifiés, il se passe tellement d'événements en ce moment que d'un coup, on est tous en train de vriller. Alors je dis moi, j'ai vrillé il y a très longtemps parce qu'en fait, très vite, j'ai été confronté à cette violence. Mais là, je Ouais. parle de notre jeune génération où eux-mêmes, naturellement et par survie, sont en train de changer tout leur process de vie. Et par cette vidéo, je me suis dit, je vais voir le nombre de gens qui me parlent. Et là, c'est un truc de fou. Les commentaires sont dingues et les raisons sont dingues. Et là, je me dis, mais nos députés, ils peuvent pas lire les messages des gens là, parce qu'en Mmh. fait, c'est un truc de fou là, ce que je suis en train de lire. Entre les gens qui se barrent de leur grande ville, qui disent non, moi je suis parti, donc là, abandon de territoire total. Alors, pour régler le problème de l'insécurité, ce que je me suis fait agresser 3 fois, je parle de Rennes par exemple, 3 fois Rennes, bah, je suis parti de Rennes, d'accord, abandon de son territoire. Là, on est en Ouais. plein dedans. Et puis après, je parle des armures. Bah là, changement des armures, en fait. C'est-à-dire qu'avant, les gens, ils se baladaient un peu comme ils voulaient, puis ils commencent à s'équiper. Quand tu t'équipes, Ouais. c'est l'armure. C'est Ouais. l'armure. On est en plein dedans, quoi. Et alors, pour les gens qui comprennent pas pourquoi je dis armure, il faut lire mon livre. J'explique pourquoi je parle d'armure. On a toujours eu des armures, tout le temps. Tous les humains ont toujours eu des armures. Ouais, Donc, complètement. et on en a toujours. Tu vas.
Tu vas au Castorama, ils ont une armure, hein. Ils sont habillés avec le truc bleu. Casto, c'est leur armure de leur château fort à eux. Tu vas au Ouais. McDo, ils ont leur armure. On a toujours eu des armures. Voilà. Et là, dans la rue, bah oui, pourquoi je parle d'armure, c'est intéressant j'en parle dans le livre pour tes auditeurs, c'est que on peut retrouver, on peut repérer assez facilement des gens qui nous veulent du mal dans la rue, parce qu'ils ont une armure très identifiée. Et ça aussi, c'est des détails importants. C'est-à-dire que changer de trottoir au moment où on se rencontre au loin, que les gens en face ont leur armure reconnaissable, bah, on peut changer de trottoir, on se met en sécurité. Voilà, c'est un petit Donc, détail, c'est mais ça. C'est ça, si je peux te placer une parenthèse, c'est cette fameuse vas-y. armure qu'en plus j'ai portée, donc je connais l'effet que fait cette armure, c'est Mhm. la fameuse armure racailleuse, Mhm. et il y a des gens de gauche qui nous disent que finalement, arrêter ces gens-là plus facilement que les autres pour les contrôler, c'est finalement exercer une discrimination. Mais cette discrimination, elle est légitime parce que, comme tu dis, ils portent l'armure une armure Mhm. qu'on sait dangereuse, une armure qu'on sait agressive, une armure qu'on sait pas très honnête finalement. Évidemment, alors ça c'est un super sujet, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui et d'hier, tu as vu dans les médias, c'est le sujet Ouais. du moment. Peut-on, parce que Bayrou a dit que les policiers prenaient souvent au faciès. Alors moi je vais te répondre, ça va les choquer, oui, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Et alors c'est choquant, bah non, c'est pas choquant. En fait, il y a juste à regarder ce qu'il y a dans les prisons pour se dire, bah en fait, à un moment donné, ils savent à peu près sur qui ils vont tomber et qui va pas être carré, quoi. Et c'est malheureux, mais en même temps, c'est aussi plutôt rassurant parce que ça veut dire que nos forces de l'ordre, alors les gens le voient comme un truc grave. Moi, je le vois dans l'autre sens. J'ai un Hmm. autre regard, moi. Je me dis, waouh, bah, ça me fait plaisir parce que je me dis, au moins, les policiers, ils ont l'œil, ils voient très vite qui peuvent foutre le bordel, qui peuvent être dangereux, qui peuvent porter de la cocaïne sur eux, qui peuvent être des dealers potentiels de loin. Est-ce qu'ils vont être assurés, pas assurés sur leur véhicule? Est-ce que ça va être leur voiture? Ils le voient, en fait. Ouais. Ils le voient. D'ailleurs, je parle avec plein de policiers, plein de gendarmes, puisque j'ai des amis personnels dans ces forces de l'ordre-là. Il faut être honnête, faut être honnête. À un moment donné, il faut dire la vérité aux gens. Enfin, moi, je préférais un discours honnête. On va dire, oui, effectivement, on va contrôler sur 10 personnes qu'on va contrôler, on va peut-être contrôler 6 ou 7 plutôt rebeux. Je dis, pourquoi? Bah, parce que ça a tendance à être plus souvent eux qui vont avoir tel problème, tel problème. Bah, ok, bah dites-le nous, qu'on comprenne en fait. Marquez-le, mettez des chiffres, parce que ça, en France, c'est interdit. Mais pour Ouais. qu'on comprenne, bah, mettez-le, indiquez-le. Dans la discothèque, j'avais choqué les premières fois. La première année, pourtant, j'en avais fait une vidéo, et chaque année, je faisais un compte-rendu de nos chiffres. J'avais un tableur, je mettais tout, on mettait tout. Et j'avais choqué les gens quand j'avais dit, ça c'était en 2023, je crois, de tête. De toute façon, toutes les vidéos sont en ligne, les gens retrouveront, mais Ouais. 92% des gens qu'on a retirés de l'établissement de nuit pour attouchement sexuel sont issus de l'immigration maghrébine. 92%, tu nous dis. Ouais, oui, 92. Purée. Ça veut dire plus de 9 personnes sur 10 qu'on sortait. Là, mes gars là, qui vont regarder ta vidéo, ils vont se marrer parce qu'ils vont dire, bah c'est vrai, il dit la vérité. Mais dans mes Ouais. portiers, j'avais des rebeux dans mes portiers. J'avais une Albanaise, j'avais un Marocain, dans mes portiers. Mais c'était les premiers à y aller parce qu'ils savaient direct. Ils disaient, c'est bon, je sais qui ça va être, je vais le retrouver vite fait. Et ils nous les Ouais. sortaient. En fait, quand les mecs sont honnêtes, avec qui tu bosses, bah, il n'y a aucun problème parce que même eux te disent, bah, putain, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus, ils me foutent la honte. Bah oui, on le sait, mais on sait que t'es pas comme ça, toi, donc on s'en fout. On pointe du doigt ceux qui sont comme ça, on les éjecte de l'endroit. Ça veut pas dire que toi, on t'aime pas. Toi, on te kiffe Complètement. justement parce que t'es dans notre clan. Et dans Hmm. notre clan, t'en as ras-le-bol de ces mecs-là. Au même titre que moi, les mecs que j'ai le plus claqués, c'est des mecs des pays de l'Est. Hmm. Tu vois, et je suis légitime pour ça, parce que moi je les connais, je sais comment ils fonctionnent, ils sont méga violents. Hmm. Ah, et donc, bah oui, bah ouais, quand les mecs ils jouent au show, je sors, je dis, toi, tu vas prendre. Je vais te montrer que tu peux pas taper les Français comme ça, en fait, c'est pas possible. Hmm. Et alors, c'est choquant, il y a des gens qui vont être choqués dans dans ta vidéo, à la violence, malheureusement, tu peux pas te pointer avec des fleurs. Ah, ça Ouais, marche pas. complètement. Ça marche pas. Les fleurs, tu les reprends dans la gueule. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça ne Complètement. fonctionne pas. Ah. Complètement. Je voulais avancer un peu, du coup, passer à un sujet connexe, mais dans le récit, dans ton livre, on voit que tu opposes souvent, bah, tu en as parlé là aussi, la fermeté au laxisme, à la culture de l'excuse. Est-ce que tu peux voilà, développer un petit peu ce point-là, la culture de l'excuse, qu'est-ce que c'est, où est-ce que tu la vois et en quoi elle est néfaste? Encore une fois, même si on en a un peu parlé, mais voilà, aller plus profondément dans le sujet, quelle est cette culture de l'excuse qu'on voit aujourd'hui en fait? Ça fait 40 ans qu'on essaye et 40 ans que ça ne fonctionne pas. C'est aussi simple que ça.
Je parle souvent dans mes interviews, je parle souvent de Françoise Dolto. Alors ceux qui n'ont pas lu les livres de Françoise Dolto, faut les lire. Alors c'est des pavés, hein, mais Ouais. pour comprendre. Moi, pendant une partie de ma jeunesse, je disais waouh, c'est génial, elle a les solutions, c'est fabuleux. Et puis très vite, quand je me suis retrouvé confronté au terrain, j'ai dit putain, elle a dit n'importe quoi et que de la merde. Mais Ouais. parce qu'en fait j'ai eu les deux, j'ai eu ma vie où je disais voilà, faut trouver des solutions. Et puis à un moment donné, en réalité, je dis non mais il y a rien qui marche. Et puis après je me suis dit ouais mais enfin elle parle de choses, elle est connue mondialement. Et puis en fait que son fils il s'appelait Carlos. Alors bon Carlos, il était gentil, il était marrant, mais enfin bon, il a fini alcoolique, à chanter des chansons Big Bisou. Est-ce que c'est vraiment l'humanité qu'on a envie de voir? Je suis pas certain, en fait. Je suis pas certain. Et après, je me suis dit, merde, on a pris cette maman-là comme référence. Ouais. Je me suis dit, on a merdé quelque part. Je dis sous le Ouais. ton de l'humour, mais c'est un Ouais. bon exemple en réalité. J'ai pas spécialement envie, moi, que mes gamins deviennent un Carlos, par exemple. Ça va finir alcoolique à chanter Big Bisou, je sais pas. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur futur qu'on veuille de son gamin. Mais bon, il était peut-être très heureux hein, dans sa vie. Mais et, voilà. Et tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, la culture de l'excuse est une belle connerie parce qu'en plus, ceux qui déconnent, ça les perd totalement. Et vraiment, ça les perd totalement. J'ai eu 10 000 exemples, et dans mes salles de sport, et en milieu de discothèque. Je me suis très vite rendu compte que quand j'étais sévère avec ceux qui se perdaient, en fait, on les sauvait. Et quand j'essayais d'être cool et genre, c'est pas grave, t'as pas fait exprès, hein, eh ben, ceux-là, c'était de pire en pire. Et en général, 1 ou 2 ans après, on m'appelait pour me dire, bah, il a fini en garde à vue, il a fini en prison. Les parents m'appelaient en me disant, ben, j'aurais dû vous le laisser, mon gamin, parce que bah, il a très mal fini. Et ça, c'est très difficile. Le rapport avec les parents, on pourra en parler, hein, c'est un vrai sujet. Mais, et je me suis très vite rendu compte, et assez jeune, j'ai eu les premières salles de sport, moi, je le dis dans le livre, mes premiers clubs associatifs, je les ai eus à 21 ans. Et donc très vite, je me suis rendu compte que il faut être dur avec ceux qui se perdent. Et quand tu es dur avec ceux qui se perdent, tu les sauves. Dans mon livre, je donne des exemples de petits dealers que j'ai réussi à faire changer de voie. Et je l'explique en fait. Alors ça a pas été avec des fleurs. En fait. Ils ont changé de voie, mais parce qu'à un moment donné, ils ont saigné un peu du nez. Et que très vite, ils venaient me revoir. Et je retournais les voir sur la dalle, la fameuse dalle. Et je leur disais, t'en es où? Tu deals toujours, tu continues, tu t'attaques les gens. Et puis à la fin, j'ai fini par avoir des exemples concrets avec des petits rebeux qui me disaient, loyal, j'ai trouvé du travail. Voilà. Je Ouais. gagne moins, mais j'ai trouvé du travail. Je suis bien. Voilà. D'ailleurs, il y en a un qui est un exemple dans mon livre. Je m'en sers comme dans une histoire. Je le croise toutes les semaines maintenant. Il a son scooter, il part au boulot, il n'a pas repris du tout le deal. Bah là, j'ai gagné. En fait, j'ai juste gagné. Mais si j'explique comment j'ai gagné, ça va pas plaire aux gauchistes, c'est sûr. Ouais. Mais j'ai gagné. Voilà. Donc le gamin, il n'est pas perdu. Il n'a pas fini en tôle. Mais c'est là où ton livre, en fait, je trouve, a toute la place et comment dire, dans les livres qu'on doit avoir dans sa bibliothèque et ici sur la chaîne, parce que ton livre, en fait, ce que tu viens de dire, en fait, c'est ce qu'il y a dans ton livre, mais c'est plus analysé et plus développé dans Ouais. ton livre. Et c'est pour ça que je mettrai des liens en description pour que les gens l'achètent. Mais ça nous renvoie à des livres d'autres spécialistes. On a Jean-Paul Brigelli pour l'école qui nous dit la même chose que toi à l'école. Il dit les gamins qui sont les plus en difficulté, quand je suis dur avec eux, ils me remercient. Ils me disent toujours merci. On a Caroline Goldman, dont j'ai chroniqué le livre également, qui nous dit, elle est pédopsychologue, pédopsychiatre même, et elle dit, il y a des enfants qui sont en manque de limites, en manque de repères. Plus on met des limites tôt, plus on met des repères tôt, plus on apprend la frustration tôt, et plus on sauve ces gamins en fait. Plus on les amène vers une vie qui va être pour eux épanouissante. Et c'était la question suivante que je voulais que je voulais un petit peu te poser, c'est que c'est toute la société qui est derrière Dolto finalement et qui nous propose, là on l'a vu récemment, je sais pas si tu as vu, mais dans les crèches, ils proposent de ne plus dire non aux enfants, de prendre dans les bras celui qui a jeté un cube sur l'enfant d'en face. Donc on console plus celui qui a pris le cube, on console celui qui a jeté le cube parce que le pauvre, machin, etc. Je veux dire, on est complètement en train de sombrer dans un laxisme généralisé. Et est-ce que c'est pas aussi un grand point des problématiques que tu soulèves dans ton livre aussi? Bah, c'est le grand point en fait. T'as vu, je reviens toujours aux parents. En fait, j'explique les parents, mais il y a une raison. Il y a une raison, c'est-à-dire que ma vie, j'ai très vite compris que les parents avaient une grande part de responsabilité dans ce qu'on devenait. Je l'ai compris très vite en fait, et euh, et, et que j'aime bien me servir d'exemples concrets rapides. Il y a une semaine, mercredi, pendant les événements, il y a des parents qui ont appris à leurs gamins à balancer des cailloux sur les vitrines des banques. Ouais, T'as j'ai vu la vu vidéo? ça. Ouais, j'ai vu ça. Hallucinant.
Non, mais Ouais. c'est ça. Mais là, alors tu Mhm. vois, moi, je suis ministre de l'Intérieur. Tous les parents, tous les parents qu'on voit sur la vidéo, ils sont convoqués. Ouais. On fait une vérification de l'éducation des enfants. Je leur mets la misère. La misère. Parce Mhm. qu'en fait, ils deviennent responsables de ce que vont devenir leurs gamins. Alors je comprends le message, ouais, banquier, salaud, machin. Je le comprends le message de base. Hein. Je suis pas débile. Hein. Je suis pas un amoureux des banquiers français, moi. Par contre, je vais jamais caillasser leur vitrine. Il y a des gens qui travaillent derrière. Il y a des gens, c'est leur boulot, c'est des humains. Ils sont dans notre clan à la base. Hein. C'est les humains. Donc on balance pas des pavés dans les vitrines des gens qui bossent derrière, en fait. Même si on déteste le patronat, on déteste les banques, ça, je peux entendre ça. Mais on règle pas ça avec coup de pavé dans la tronche des mecs qui travaillent derrière, quoi. L'image, là, je me suis dit, non, mais attends, on est en France, là. En Mhm. fait, on laisse faire des parents balancer. Alors, c'était de la mousse, hein, mais le Ouais. geste est tel, et l'image, et surtout la transmission que les parents sont en train de faire à leurs gamins. Je vais annoncer à leurs parents, là, un truc, tous ceux là. Je vais leur dire, dans à peu près 5 6 ans, chacun de leurs gamins auront vécu au moins une garde à vue dans leur vie. C'est Ouais. sûr. C'est Ouais. sûr. Je peux l'annoncer là, je te fais l'avenir à l'avance là. Mhm. Et qui va me contredire? Personne. Et pourquoi je le sais? C'est que j'ai passé 30 ans à l'entrée des boîtes, et quand tu es confronté à des individus dangereux, violents, qui ont fait des dingueries, tu finis toujours par rencontrer les parents. Tout le temps. Les parents, à un moment donné, soit ils viennent à l'entrée de la boîte, soit tu les retrouves en poste de police, soit tu les trouves carrément en confrontation de tribunal. Et à chaque fois, 100% des cas, je pouvais ressortir et dire, c'est les parents les responsables. À chaque fois. Ouais. Les parents sont les responsables. Ils ont mis leurs enfants là, en fait. Et je raconte d'ailleurs l'histoire d'un gamin qui est venu armé, enfin qui est venu avec un couteau dans mon livre et tout ça, et que la mère est venue, a voulu récupérer le couteau. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je raconte ça dans mon livre. L'exemple il est tel, quoi. Quand t'as la mère qui veut récupérer un couteau que son gamin vient d'utiliser pour planter une nana, tu te dis, attends, il n'y a pas un problème là, y a pas... Ouais. Bah, moi, je serais très très sévère avec les parents dès qu'un gamin déconne à plusieurs reprises. Alors ça peut arriver une fois, hein, mais après tu vas voir les parents, tu dis vous avez fait quoi pour régler le problème? C'est intéressant de Ouais. savoir. Parce que Ouais. si c'est la méthode, comment ils appellent j'ai plus le nom. La méthode, ce que tu décrivais, c'est Montessori. Montessori, Montessori. voilà. Bah, Ouais. Montessori, mais ils vont foutre tous leurs gamins en tôle, hein. Mhm. Ils sont tous responsables. Leurs gamins vont être horribles à l'école, ils vont faire chier tout le monde, ils vont harceler tout le monde. C'est à 20 ans, ça va être des petits cons, et à 25, au moindre truc, ils vont prendre un fusil, puis ils vont tirer à distance sur un type qui dit pas comme il a envie d'entendre, quoi. Tu vois? Complètement. Bah, c'est Complètement. ça la vérité, quoi. Mais au même titre que, tu sais, on peut prendre l'exemple là, le dernier exemple. Quand tu vois ce qui s'est passé aux États-Unis avec le gamin là qui a tiré, je dis le gamin, il a 22 ans, hein. Mais bon, comme j'en ai 50, je peux dire que c'est un gamin qui a tiré sur Charlie. Quand tu regardes, en fait, encore une fois, on va me dire, alors, il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, mais en réalité, il y a peut-être un problème aussi au niveau des parents. La maison est remplie d'armes, ils ont appris à leurs gamins à tirer très très jeunes. Pourtant, leurs parents sont pro-Trump, si j'ai bien compris, si j'ai bien lu ce qui se passe aux États-Unis, parce que j'essaie de lire que les articles américains, parce qu'en France, il s'est tellement édiculoré le truc, tu te dis, mais attends, mais il raconte bien. Donc j'essaie Ouais. d'aller lire plutôt les articles de là-bas. Et tu te dis, bah oui, mais là encore, les parents, ils ont merdé. Comment ça se fait que leur gamin a vrillé, est devenu à l'extrême gauche totale, et s'est mis avec une transe. Tu vois, il- ça va aussi chez les droitards, quoi, tu vois. Ça marche Ouais. aussi chez les droitards, faut pas l'oublier. C'est de dire attention à ce que vous faites de vos gamins aussi, parce que les mecs, ils peuvent, par, euh, par envie de vous contredire et parce qu'ils sont pas contents ou pas d'accord avec vous, peuvent aller faire des dingueries qui vont complètement à l'opposé de vos pensées, quoi. Et donc, bah oui, la méthode, faut trouver le juste milieu, quoi. Tu vois, faut trouver le Complètement. juste milieu pour pas faire des gamins complètement à la masse et qui, d'un coup, pour se battre contre toi parce qu'ils sont pas d'accord avec ce que tu dis, ils vont se mettre avec une transe, ils vont finir par descendre un mec qui a un combat politique, quoi. Enfin, bref, tu vois. Complètement. Tu Complètement. m'arrêtes quand je parle trop, hein. T'as vu, des fois, je m'arrête plus. C'est parfait. Non, je voulais te ramener justement au livre et en fait, ce que j'aime bien et ce que les gens, à mon avis, aiment beaucoup chez toi, c'est d'une ta franchise, mais cette franchise, elle serait pas grand-chose si tu avais pas en fait un contact direct avec le terrain et le fait de justement faire une analyse de ce que tu vois sur le terrain et faire une analyse franche, c'est ça qui rend intéressant, moi je trouve, et ton livre et tout ce que tu fais autour. Et justement, je voulais te demander, en fait, de ton expérience, justement, de videur, tu en as parlé, et de responsable d'équipe, en fait, de sécurité dans les boîtes.
euh, et tu dois voir quand même beaucoup de faits divers, ce qu'on appelle des faits divers, et qui finalement, mis bout à bout, ne sont plus des faits divers. Et quel fait, en fait, te semble le plus, des faits que tu as vécu, hein, peu importe, mais qui te semble le plus révélateur et significatif de ce que l'on est en train de vivre et ce dont on parle depuis le début finalement. Est-ce que tu vois par exemple une évolution des violences sur le long terme? Est-ce que tu vois des violences répétées de certaines communautés, même si tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais plus au niveau de la société en fait? Est-ce que ces faits divers dont on nous abreuve désormais tous les jours, eh bien, pour toi, veulent dire quelque chose, veulent dire une évolution, une direction vers laquelle la société va en fait? Je Je sais vais pas si j'ai reprendre, été clair, je mais vais, je vais reprendre les mots de mon père, puisque il y a une quinzaine d'années, il m'a dit, je vais pas prendre son accent, mais je vais reprendre juste ces mots. Il m'a dit, tu verras, mon fils, la France va devenir la Yougoslavie dans une vingtaine d'années. ouais, Il y a 15-20 ans, je lui disais, mais arrête, arrête, papa, enfin, bon, tu dis n'importe quoi, quand même pas, quand même pas. On est en 2025, il est décédé au mois de mars et avant qu'il parte, je lui ai dit, papa, t'as raison. On va droit vers la Yougoslavie des années 90. Il y a un choc des civilisations, un choc des cultures qui est en train de s'opérer dans notre pays et qui risque de nous amener à un véritable drame si très très vite là, on n'y trouve pas des solutions qui vont rassurer le peuple français. Et je dis bien qu'il va rassurer le peuple, c'est-à-dire qu'il va dire voilà, on va mettre des solutions en place pour réduire ce choc des civilisations, ce choc des cultures qui est en train de s'imposer à nous. Et donc pour éviter d'arriver à un drame, on va stopper tout ça et on va changer nos règles. Voilà. Parce qu'il faut les ouais, changer, nos règles. Là, il faut les ouais, changer. Je l'ai déjà dit dans d'autres interviews, mais il faut, je le redis, il faut reprendre 10 points essentiels de notre pays et de ce que le peuple français veut. Enfin, la majorité du peuple, c'est très important ce détail. Parce que tu as bien compris, aujourd'hui, notre problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une majorité qui voudrait que ça change, une minorité qui ne veut pas que ça change, et c'est la minorité qui décide. Ça n'a ouais. jamais existé, ça, en termes d'humanité, hein. Tu peux faire 70 000 ans en arrière, c'est toujours les peuples majoritaires dans son endroit, dans son clan, qui remportaient les décisions et qui mettaient en place pour protéger son peuple. Ça a toujours été la majorité. En France, c'est incroyable, c'est la première fois que ça arrive, c'est une minorité qui décide pour un peuple qui ne pense plus pareil à majorité. Ouais, c'est clair. C'est là que ça devient dangereux. Tu as juste à parler avec les gens dans la rue, tu le vois en fait, tu te dis mais merde, des fois tu te dis même mais ils sont où les gens de l'extrême gauche, tu as l'impression de ne pas les rencontrer. Tu te dis mais ils sont où? Parce qu'en fait tu as l'impression qu'ils sont sur les médias, à la télé, sur Twitter, mais dans la vraie vie, quand tu parles aux gens, tu te dis mais merde, mais tu as l'impression que tous ceux que tu rencontres, ils pensent comme toi, il y a un problème quand même quoi. Voilà. Et je parle de ça, moi je suis dans une ville de Rennes, hein. J'habite à Ouais, Rennes, hein. ouais, Et à Rennes, c'est connu quand même pour être la capitale aujourd'hui de l'extrême gauche, quoi. ouais. Bah oui, c'est Incroyable. la vérité. C'est la Ouais. capitale de l'extrême gauche, quoi. C'est marrant parce que ce que tu me dis, j'ai des amis libanais qui me le disent aussi. Mhm. Voilà, chacun. Et on a cette arrogance française de se dire, non, mais attends, ça c'est un truc, c'est arrivé en Yougoslavie, tu sais, ces gens, tu sais, c'est arrivé au Liban, tu sais, ces gens, ou même ceux qui nous disent ce que font les islamistes en France. Je me souviens qu'il y avait des Algériens qui prévenaient, qui disaient, attention, la décennie noire, ce qu'on a vécu, ça peut arriver. Et les Français à l'époque, surtout de gauche, disaient, non, mais attends, c'est ces gens, tu sais, c'est des indigènes, eux, ils vont s'entretuer, mais nous, Français, ça n'arrivera jamais. C'est en train d'arriver chez nous. Il faut arrêter de se dire que ça ne Mhm. peut pas arriver, c'est en train d'arriver. C'est déjà là, en fait. Donc c'est ça qu'il faut, je pense, bien comprendre. Exactement ça. En fait, c'est déjà là. Ça ne veut pas dire que tout est foutu, mais ça veut Mm. dire que comme maintenant on vient de comprendre que c'était déjà là, il faut vite, vite changer. Mais tu as vu ces derniers mois, il y a eu un mouvement aussi patriotique d'immigrés. En fait, c'est-à-dire que tu te retrouves avec des gens comme Ben le Patriote, comme Mm. Chiaris, c'est Chiaris, hein, c'est ça, j'ai plus exactement. En fait, qui commence c'est un Algérien, je crois, ou un Marocain, je sais plus, mais Ouais. qui commence à dire là on en aura le. Hein. Chaotique, je crois, Ah, chaotique. c'est ça, chaotique. Ouais, ouais, Voilà, et qui commence à dire il faut que ça s'arrête. On en a marre, ouais, là. Les mecs de chez nous, ils foutent le bordel partout et on passe tous pour des crétins, quoi. ouais, c'est ça. Bah, ça, c'est rassurant, tu vois. C'est rassurant parce que ça veut dire que. Alors, moi, je l'ai vécu dans l'établissement de nuit, hein, quand j'y bossais là où j'étais à Rennes, je le voyais bien. Nous, on avait plein de rebeux de Renoir. J'en avais plein, j'avais une salipop, donc on en avait plein. Mm. Mais jamais un mec m'a dit que j'avais tort. En fait, Ouais, c'est ça qui est génial. C'est que quand ouais, je pointais du doigt les mecs de leur communauté qui foutaient le bordel, eux-mêmes disaient, t'as raison, faut qu'ils arrêtent, parce qu'à cause d'eux, on ouais, passe tous pour des fous, quoi. Bah oui, ouais, les mecs.
D'ailleurs, j'ai été connu pour ça. J'étais le premier à dire visuellement et publiquement, pas de wesh, pas de wallah à l'entrée de la boîte. C'est, Ouais, euh, et ça a fait marrer toute la France parce que je me suis retrouvé, ça a fait un mème, hein. C'est un mème maintenant, je le vois passer sur plein de vidéos TikTok et tout. Mais en réalité, les vrais musulmans, les mecs qui sont modérés, hein, je te parle, hein, les mecs qui ouais, intègrent leur religion au pays où ils sont, bah, en fait, ils me disent que j'ai raison, en fait. bah Ça, oui, ça va, les wesh et les wallah 2 minutes, quoi, à tout bout de champ, quoi. ouais, Bah oui, parce que ça les saoule aussi, ça leur dessert d'avoir des types comme ça qui se tiennent mal. complètement. Mm. Ton livre, je vais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé en début d'année 2025. Ton livre, justement, à sa sortie, il a provoqué des réactions politiques. Euh, Est-ce que tu penses que tes propos ont été mal compris ou bien tu penses que ton livre, en fait, est trop radical pour une certaine catégorie comment dire, de la population politique de gauche et que vraiment pour eux c'est insupportable ce que tu racontes dans ton livre? Et, et la question subsidiaire, c'est comment convaincre ces gens qui nient la réalité au final? Comment faire en fait? On n'arrivera peut-être pas à les convaincre en fait. Alors, tu ne pourras jamais les convaincre. J'aurais beau faire 10 000 vidéos en montrant des exemples concrets, Ouais, comment, lanceurs d'alerte ou influenceurs pourront faire comme moi, faire 10 000 vidéos. Ils n'arrivent à être convaincus, ces gens-là, que d'une seule solution. C'est horrible ce que je dis. Je le dis dans le livre et je l'ai dit déjà dans d'autres médias. Je crois que je l'ai même dit chez Cyril Hanouna. De tête, je l'avais dit. Ils ne changent d'avis que quand ils sont touchés directement ou indirectement par une situation violente. ouais, C'est terrible, mais je m'en suis rendu compte en fait. C'est-à-dire que je l'ai ouais, vécu à plein de reprises où d'un coup un mec qui était à l'extrême gauche, qui venait à la boîte et qui se faisait dépouiller ou défoncer sur les extérieurs de l'établissement et qu'on allait secourir, et ben à ce moment-là, les mecs me regardent avec le nez qui saigne, qui me disent eh, Yarn, t'as raison, c'est plus possible. Et ouais, je dis c'est marrant, il y a 3 mois, tu me disais que tu n'étais pas d'accord avec mes vidéos et là tu dis que j'ai raison. Il me dit t'as raison. ouais, Voilà, ouais. voilà. Ça fait la troisième fois que je me fais péter la gueule à Rennes et c'est toujours les mêmes mecs. Bah oui, mais en fait, c'est ça qui est horrible. C'est-à-dire que malgré moi, tu as vu, quand tu lis le bouquin, je pense que là, c'est ce que tout le monde dit quand ils finissent le livre. Ils disent, ah, en fait, le Jarl, c'est pas un extrémiste, c'est pas un mec qui déteste les Ouais. communautés, machin. Je pense que le livre, d'ailleurs, ils ont essayé de Le livre le l'interdire. montre. Ouais, ouais, Voilà, le ils ont livre le essayé de montre. l'interdire, le livre, et puis finalement, ils ont été retoqués parce qu'en fait, bah non, en fait, le livre, au contraire, fait tout le contraire. Ça Mm. veut, ça veut pas dire que, en fait, en gros, analyser la situation ne veut pas dire qu'on ne les aime pas. Ça veut dire qu'on comprend ce qu'ils sont, mais qu'on ne les excuse pas. On comprend ce qu'ils sont et on comprend pourquoi. Maintenant, on est en France. Et quand ça fonctionne pas, il faut bien trouver des solutions. C'est juste ça, en fait. Mais on a compris pourquoi, en fait. Voilà. Ouais, Et là, je te disais, donc, ouais, le seul moyen, c'est triste, c'est horrible même, c'est que, bah ouais, quand ils vivent une situation réelle, et ben là, ils changent d'avis, ils changent de posture politique, ils vont commencer à... C'est progressif, hein, mais ils vont aller ouais, un peu à droite. Alors, ça commence par le centre droit, la droite, et puis après un peu plus à droite, de la droite, et puis voilà, quoi. Alors, je dis jamais extrême droite, moi, hein, ça m'intéresse pas. C'est des ouais, discours qui me semblent complètement débiles. Mais, ouais, et voilà, on avait eu un bon exemple, la famille Tapi. ouais, Gauchiste, on le sait, hein, gaucho, là, tout le monde est gentil, voilà, là, tout le monde, on a les discours de Bernard Tapie, on les connaît tous par cœur, les vidéos, on les a tous vues, et sa famille et ses enfants avaient les mêmes discours. mm, Quand ils se sont fait agresser, 2 jours après, ouais. l'aîné, tu vois ce que je veux dire, tu te rappelles de Je me cette scène-là. souviens. Ouais, Quand ouais, j'ai vu cette scène-là, j'ai dit, j'ai raison. ouais, Là, il a dit, mon père s'est complètement planté. ouais, Il s'est trompé toute sa vie. Voilà, point barre. Les gens pourront retrouver la vidéo, c'est exactement ce que le fils a dit. Ah, quand il lui complètement. dit que pensez-vous aujourd'hui de l'immigration? Mon père s'est trompé toute sa vie. Ouais, Ah, ouais, complètement. c'était une famille de gauche, bon, ça ne l'est plus, hein. Mais, mais non, mais tu vois, et là, je me dis, bah voilà, encore obligé de passer par l'étape, bah, tu vas prendre et tu vas comprendre que, bah, en fait, il y a peut-être un problème, quoi. Ouais, Et pour rappel, le papa disait, il l'a dit lui-même, il y a encore des vidéos qui sont disponibles sur YouTube, elles sont horribles, il a la tête boursouflée de la violence qu'il a subie, et il le dit, Bernard Tapie, il dit, je leur ai dit que je les ai défendus toute ma vie, mm, et ils m'ont tabassé, ils ont tabassé ma femme. ouais, c'est Alors clair. dans ce cas-là, tu vois, quand on arrive à ça, ça peut choquer, mais je le redis, la violence devient légitime. Complètement. Tu vois? Et en parlant de violence, je voulais te parler de quelque chose qu'on voit aussi dans la société. C'est un autre sujet, mais qui est encore une fois connexe et dont tu parles aussi un peu dans le livre, même plus qu'un peu. En fait, devant les tribunaux, on a l'impression, et je crois que je ne me trompe pas si je dis qu'on a quand même
majoritairement dans le pays l'impression qu'il y a certaines violences qui sont légitimes et légitimées par les juges et c'est moins grave. C'est la violence d'extrême gauche, la violence des Black Blocs, la violence des manifestants de gauche. On a l'impression que c'est une violence qui est limite tolérée en fait. C'est une violence qui est presque légitime. Ils se battent contre les méchants, ils sont le bien avec un grand B. Est-ce que tu as été confronté à ça toi en local dans ton parcours de vie? Bah, je pense que j'en ai fait la une de tous les journaux de France, donc je pense que La s'il y a un question était à mec, dessein. voilà, s'il y a un mec où dans son CV il peut mettre a combattu en vrai les mecs de l'extrême gauche, les a repoussés et s'est fait punir par le préfet et le C'est procureur, ça. bah, c'est moi. Voilà. C'est moi. En fait, tous les témoins sur place, tout le monde, tous ceux qui ont vu ce qui s'est passé, même les policiers du terrain, c'est-à-dire que les mecs sur le terrain, ils ont tous vu ce qui s'est passé. On s'est défendu comme on a pu parce que les policiers n'ont pas pu s'en mêler parce qu'ils étaient cuits. On avait plus de portiers dans mon équipe que les policiers eux-mêmes sur le terrain. Qu'à un moment donné, il y a 200 mecs qui sont là, qui arrivent et qui balancent des bouteilles de verre sur nos clients. On a tous compris après, hein, ils avaient fait des profils, c'était Union de Pirates, donc sponsorisé magnifiquement par LFIs. Donc personne peut nier aujourd'hui que c'était bien l'extrême gauche qui était en train de monter un plan contre nous. Plus Ouais. personne le nie, plus personne ne dit rien parce qu'ils, comme ils s'en sont vantés sur les réseaux, ça a calmé tout le monde. Ouais. Et ben en fait, le mec qu'on punit, c'est moi. Les mecs qu'on punit, c'est tous les gars de mon équipe de sécu, quoi. Voilà. Ouais. C'est tout le monde qui a été puni. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, on a repoussé des types qui balançaient des bouteilles et qui essayaient de faire du mal à nos clients. Alors à nous, bon, ça aurait été pas grave, mais à nos clients. Et on est Ouais. sorti pour dire, il est hors de question que vous fassiez du mal à nos clients. On avait 200, 250 personnes dans la file d'attente qui attendaient. Et aucun d'entre nous ne regrette ce qu'on a fait. On n'a blessé personne, on n'a fait saigner personne, je le dis, c'est important. On n'a eu aucune plainte d'aucun des individus. Rien. Mm. Ah, le seul qui est venu nous chercher des problèmes, le préfet et le procureur. Ouais. C'est Incroyable. juste incroyable. Donc Ouais. là, et je te remercie de me donner la parole pour ça, parce que j'ai pas eu l'occasion d'en reparler, parce que j'avais fait un break cet été de médias. J'ai dit, ah, c'est bon, j'arrête. Et puis, quand ça s'est passé, on ne parlait que du livre. Donc, tu es le premier à qui je le dis vraiment clairement, là. Et tu dis, mais c'est un truc de fou, cette histoire. Aucune plainte des jeunes. On a aidé des mecs à sortir quand même du ciné, hein, parce qu'il y avait des types qui étaient vraiment restés coincés. Alors même s'ils ne pensent pas comme moi, j'allais pas les laisser à l'intérieur. Ils étaient gazés par les projets, enfin les retours de gaz Ouais. lacrymo des policiers. Et ça reste des gens qui auraient pu être mes gamins. Ouais. On les a fait sortir quand même avec l'équipe. On leur a montré par où ils pouvaient sortir, parce qu'ils s'étaient laissés qu'une porte. En fait, on a en plus aidé même des petits cons. Ouais. Parce que j'ai 50 ans et que dans ma vie, mon plaisir, c'est pas de tabasser du gamin. Ouais. Contrairement à ce que des gens peuvent raconter des fois sur les réseaux, l'extrême. Ouais, je vois toujours des fois sur Twitter, des fois, ouais, t'as tabassé des gamines. Mais vous êtes sérieux ou quoi? J'ai tabassé des gamines. Mais ils sont pas bien ou quoi de dire ça, les gens? Moi, j'ai une fille qui a 27, j'ai une fille qui a 19. Enfin bon, ils sont cinglés. Ma vie, ça a toujours été de côtoyer des gamines, justement, et des gamins dans les boîtes. Mon Ouais. plaisir, c'est pas de tabasser ce genre d'individus, hein. Ils sont pas bien ou quoi. Et Ouais. Ouais. Je comprends. d'ailleurs, je le dis, je n'ai jamais eu un seul procès pour violence. Je le dis là, j'en profite parce Ah que tu ouais. sais, non C'est mais tu vois, important. c'est Ouais. important ça, tu vois. Alors ça veut pas dire que je ne l'ai pas été. Je l'ai toujours reconnu quand je l'ai été. Je l'ai toujours reconnu. J'ai dit là, j'ai été obligé d'être violent. Mais Mm. quand je l'ai fait, tu sais, cette fameuse ligne rouge que je Ouais. parle. Quand le mec en face, il sait pourquoi tu l'es devenu, tu crois qu'il va porter plainte? Ouais. Tu crois que tu vas au tribunal? Bah Ouais. non, en fait. Bah non, il y va pas. Et même souvent, il revient, 9 fois sur 10, il revient le lendemain ou le week-end d'après. Il vient me dire, Ouais. le gars, j'ai déconné, t'as eu raison. La calotte, je la méritais. Alors on Ouais. fait comment maintenant? Voilà, c'est ça, tu vois. Je Ouais. raconte l'histoire du petit militaire, enfin, qui est devenu militaire, là, tu sais, où il prend une claque Ouais. parce qu'il devient très irrespectueux, il me menace de mort. Voilà. J'ai 50 ans, il en avait 19. Ça va, quoi. C'était un petit rebeu, quoi. Une menace de mort. Toi, je vais revenir, je vais te trancher la gorge. Bah, à un moment donné, tu vas rien me trancher du tout, tu vas prendre une claque et tu vas rentrer chez toi en pleurant, tu vas réfléchir. Bah, quand il a réfléchi une semaine après, il est revenu s'excuser. Voilà. C'est c'est comme ça, quoi. Donc oui, quand tu me parlais, je reviens sur l'extrême gauche, tu as vu, des fois je parle dans tous les sens. Sur Ouais. l'extrême gauche, je pense que je suis un des mieux placés aujourd'hui en France pour dire, je les ai combattus ouvertement, Ouais. ouvertement, et les seuls la seule fois de ma vie où vraiment j'ai été emmerdé très sérieusement avec garde à vue, hein, je me suis tapé une garde à vue quand même, hein, Ouais. bah, ça a été quand on a voulu défendre des gens qui se faisaient attaquer par eux, en fait, par l'extrême gauche. Et que ceux Incroyable. qui ont rendu des comptes, c'est moi, en fait. C'est moi et c'est les gars de mon équipe.
Celui qui a perdu son boulot, c'est moi, en fait. C'est un truc de Ouais. fou, toi. C'est ça C'est, qui est fou. Ouais, ouais. hein? C'est ça qui est fou. C'est incroyable. C'est incroyable. Et Euh, je remets vraiment la responsabilité au préfet et au procureur du moment, parce qu'en fait, ils m'ont tellement saqué au niveau médiatique, parce qu'ils ont fait des messages médiatiques complètement hallucinants, faux, enfin, tout était baratin. Ma femme me disait, non, mais raconte notre vie, mais tout est faux, ouais, tout est faux. Mais c'est comme ça, les médias de gauche ont pris en épingle et se sont mis contre moi, parce que là, ça y est, ils avaient le truc, quoi. Ah, et il a repoussé des pauvres gentils jeunes. C'était ça le sujet. Mais les pauvres gentils jeunes, il y a 3 semaines, ils ont défoncé 2 mecs à la sortie de l'université. Ils l'ont laissé pour mort par terre, quoi. J'ai posté la ouais, vidéo. C'est pas ouais, des pauvres gentils jeunes, en fait. C'est ouais, des branleurs violents et agressifs, quoi. Et attention, hein, ceux-là, ils s'appellent Frédéric, Julien, David, hein. ouais. Un détail important, parce que moi, j'ai passé mon temps à me battre contre des dealers à Rennes. J'ai récupéré des places de dealers avec violence, parce que pour les récupérer, il n'y avait pas d'autre solution. Et on a rendu un endroit safe et nickel, ce qui fait que le club était blindé de monde, vraiment blindé. Et, euh, et les seuls qui ont réussi à avoir ma peau, c'est pas les dealers, c'est pas les Mustapha et les Mohamed, c'est un Frédéric, un François, un David, grâce au Ouais. préfet et au procureur. Incroyable. Ouais, ouais. Je comprends. Alors, on arrive tranquillement à la fin de cette interview extrêmement riche. J'ai quand même trois questions encore à te poser. On va parler un petit peu de toi d'abord et puis de l'avenir. Alors, certains te voient comme un justicier, hein. Il y en a beaucoup qui disent, voilà, le Jarl, c'est un justicier, il est là, il fait de bonnes choses. Et puis d'autres te voient comme un provocateur dangereux. Et comme j'aime pas écouter les autres quand il s'agit de définir une personne, moi, je préfère entendre ce que toi, tu as à dire. Comment tu te définis? Comment tu te vois, en fait? Pour comprendre ta ligne directrice, en fait. C'est ça qui m'intéresse. J'ai pas vraiment de ligne directrice en réalité. Je suis pas un justicier, contrairement à ce que Mm. des gens ont pu marquer. Je l'ai lu, ça, hein, je l'ai lu même Ouais, dans certains journaux. En fait, c'est les gens qui t'identifient comme quelqu'un ou quelque chose d'ailleurs. C'est les gens qui font de toi. Tu sais, les gens créent ton histoire. D'accord? Et j'ai passé mon été à rencontrer d'autres gens parce que j'ai changé de secteur pour faire un break sur la ville de Rennes. Et donc les gens étaient trop contents de venir me rencontrer, boire un coup. Moi, je suis quelqu'un de normal en fait. Je fais le marché avec les gens, j'adore les humains. Pour aimer ouais, l'anthropologie, il faut aimer les humains. Et je parle de tous les humains. Je dis toujours, j'adore tous les humains, vraiment. Et que c'est vrai que très souvent, on vient me voir, on me dit, ah, c'est bien, t'es quelqu'un de bien, on a besoin d'un gars comme toi et tout. Mais en fait, ce que j'aurais juste voulu, c'est que les gens comprennent que ce que je faisais, en fait, ça devrait être la logique de tout le monde. En ouais, fait, ça devrait être une réaction logique de tout le monde. Quand un type vient défoncer une nana dans la rue à coups de pied dans la tête, la nature humaine, pour protéger son clan, devrait direct y aller et attraper à plusieurs le type ouais, voilà, qui défonce la nana. Et sauf que c'est pas ce qui se passe. Et par le biais de mes vidéos, il y a 2 messages que j'essayais de faire passer tout le temps et que j'essaye toujours d'ailleurs de faire passer, hein. C'est un, mêlez-vous de ce qui vous regarde pas. Allez-y, en fait. Défendez quand vous voyez que la ligne rouge est dépassée par quelqu'un. C'est tout con, mais on la connaît humainement, la ligne rouge. On sait quand à un moment donné, c'est pas normal ce qui se passe. Et ben alors, ouais, bah, faut s'en mêler, dire, hey, tu fais quoi là? Comment tu lui parles là? Tu lui parles pas comme ça, en fait. Tu vois, ça commence comme ça, en fait. Alors, on va me dire, oui, mais les gens sont dangereux, ils sortent des couteaux. Mais c'est à force de dire les gens sont dangereux, qu'ils sortent des couteaux, qu'on se retrouve dans une posture ouais. de faible et que eux, les méchants, ceux du clan adverse, Mm, ils mm. considèrent que nous sommes des faibles et ils prennent chaque fois de plus en plus du territoire. Et plus ça va, plus ils nous considèrent comme des gens faibles. Moi, on me dit souvent, est-ce qu'on t'emmerde dans la rue? Est-ce qu'on Tu sais, je vois beaucoup en ce moment d'influenceurs qui disent, moi, c'est la galère. Dans la rue, on m'emmerde, on m'insulte, on me traite de mort. Enfin, moi, je le dis là, jamais. En fait, jamais. Pourquoi jamais? Ah, parce qu'ils savent très bien que par contre, ça va pas. Si tu veux jouer, tu peux. Mais Mm. je te souhaite bon courage, en fait. En fait, l'image que j'ai et que je ressors de ça fait qu'ils savent très bien ce qu'ils font, en fait. Ils savent très bien ce qu'ils font et que dans Ouais, la souvent, rue, ouais. bah bien sûr, et que Mm, même si je vais croiser 10 gars de l'extrême gauche en plein centre de Rennes, et ça m'arrive tous les jours, ils vont me regarder. Ils vont me faire un signe de tête. Ils vont dire bonjour le Jarl. Alors mm. évidemment qu'on pense pas pareil. Évidemment qu'on n'est pas d'accord sur nos positions. Mais tu crois qu'en passant, ils vont me dire, hé, espèce d'en machin, tu vas voir ta tête. Ça ne m'arrive jamais. Ils sont Ouais, tous courtois, polis, bienveillants, même ceux qui m'aiment pas. Voilà. Parce qu'ils savent que, attention à la ligne rouge, moi, je ne suis pas violent et agressif sur quelqu'un qui ne l'est pas. Je ne suis pas brutal avec quelqu'un qui... j'ai un taxi qui m'a interpellé avant-hier.
il a ouvert sa porte, il a ouvert sa fenêtre, c'était un rebeu. Voilà, salut le Jarl, je regarde toutes tes vidéos. Bon, ouais, je suis pas d'accord avec tout ce que tu dis, hein, mais quand même, bravo, tu as du courage, salut. J'ai compris son message, c'est-à-dire que je pense qu'il déteste ce que je suis. Tu vois ce que je veux dire? Mais en me voyant, il était quand même content de me voir. Il me dit salut et il me dit courage. Bah, ce mec-là, j'ai tout il a tout mon respect. Il a le droit de pas être d'accord avec moi. Il a juste pas le droit de m'insulter et d'essayer de me dire, ah, je vais te trancher la gorge. Voilà, parce que là, s'il joue à ça, c'est sûr qu'il passe à travers son pare-brise. C'est sûr. Voilà. Mais il le sait. Donc, comme il le sait, il me manque pas de respect. Il reste très respectueux avec moi. Et donc, je me dois d'être très respectueux avec lui, même s'il pense pas comme moi. Complètement. Le deuxième point, c'est pas vraiment une question, c'est tout simplement pour dire à nos téléspectateurs et à ceux qui nous écoutent en podcast qu'il faut aller lire ce livre parce que il est bien écrit. Et bah, ça paraît bizarre parce que tu es pas auteur, voilà, tu es plutôt quelqu'un qui a les mains dans le terrain et on s'attend pas à ce que ce soit si didactique, si bien écrit, si ancré dans la réalité. Moi, c'est une lecture qui m'a plu finalement. Je dis finalement parce que je savais que ton profil m'intéressait, je savais que ce livre allait m'intéresser. Mais parfois, il y a des gens qui ont un profil intéressant, qui honnêtement ont des choses intéressantes à dire, mais c'est pas forcément super bien écrit. Et ben là, c'est pas le cas en fait. C'est un livre qui est très très bien écrit et vraiment, j'incite tout le monde à aller l'acheter et à aller lire ce livre. C'est très intéressant et c'est facile à lire. C'est facile à lire parce que c'est bien écrit encore une fois. Bah, Euh, on peut quand même juste se féliciter Jean-Luc et François. Alors, il y a Jean-Luc et Apparon, et puis François, c'est l'éditeur, qui ont fait un gros travail pour ouais, retranscrire parfaitement ma façon de vivre, ma façon d'être, ma façon de penser. Jean-Luc, c'est pas un novice, il a écrit beaucoup de bouquins. Je crois qu'il a écrit une quinzaine de livres déjà. Et que quand mon éditeur me l'a proposé, j'étais content. J'ai dit oui, il n'y a pas de souci. J'avais lu des livres hein, de lui déjà. Et ouais. voilà. Et donc, il a essayé de. Enfin, parce qu'ils l'ont fait à deux en réalité, ils ont essayé de retranscrire parfaitement ma façon d'être dans la réalité, quoi. Il y a des illustrations aussi, comme ça. J'aime bien les illustrations parce que ça permet de s'immerger un peu plus dans le livre et j'ai trouvé que c'est vraiment une bonne chose en fait et vraiment un bon livre. C'est vraiment un truc spécifique de Nimrod, ça, tu sais. Dans tous leurs livres, avec leurs auteurs, ils mettent des illustrations. Alors moi, j'étais pas pour, parce que j'avais Ouais, peur. Il y a quand même ma tête quand j'étais gamin et tout. Et eux, ils disaient, si, si, au contraire, les gens veulent savoir comment tu ouais, étais vraiment. ouais, Et en fait, c'est vrai que tu as raison, on m'en fait un très bon retour. Tout le monde me dit la même chose que toi, en fait, que c'est ouais, top d'avoir des illustrations. complètement. Complètement. Je trouve que ça aide à s'immerger dans ton histoire et ça te donne un visage, même si tu l'as, parce que comme tu le disais, tu échanges assez facilement avec les êtres humains, même avec moi. J'ai bien vu quand j'ai pris contact, c'est un contact qui est facile avec toi, mais voilà, ça donne un visage plus humain, voilà, on apprend à te connaître et c'est vachement bien. Et donc la dernière question que je voulais te poser, eh bien, c'est tout simplement si on devait conclure cet entretien, conclure également euh, enfin, comment dire, ce qu'il y avait comme intention derrière ce livre. Et si on devait retenir quelque chose de toi pour la société à venir, qu'est-ce qu'on retiendrait? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Qu'est-ce que tu voulais dire par ce livre sans, voilà, il faut aller lire le livre pour comprendre dans le détail qui tu es, ce que tu cherches et ce que tu cherches à expliquer de la réalité française. Mais il y a peut-être une petite conclusion ou une petite phrase qui permettrait de comprendre en fait eh bien, ce que tu as cherché par l'écriture de ce livre, ce que tu cherches par cette diffusion de vidéos, par ces entretiens que tu accordes et par finalement tous ces conseils que tu donnes. On a l'impression que tu l'aimes quand même, cette société française. Qu'est-ce que tu cherches à nous dire pour elle? Qu'il faut, qu'il faut dénoncer ce qui n'est plus supportable pour nous. Et il faut honorer les belles intentions, les belles actions des humains, en fait. Parce qu'en réalité, il y a des gens qui font des trucs extraordinaires et on n'en parle jamais. Et il y a des gens qui font des trucs les plus pourris de la vie. Et ceux-là, on va en parler 2 jours, puis on va passer à un autre cas, puis on va passer à un autre cas. Et puis les cas s'enchaînent. Et puis rien ne change dans notre pays. Et en fait, c'était ça que je voulais montrer. Je te disais, il y a deux choses moi qui me touchent aujourd'hui. Je l'ai dit à un moment donné dans notre vidéo, puis j'ai pas fini, je crois. Mais c'est l'ultra-violence qu'il faut vite régler parce que les gens ont peur en allant dans la rue et c'est indéniable aujourd'hui. Ma dernière vidéo d'aujourd'hui le prouve d'ailleurs parce que les messages sont juste dingues. Et l'autre chose aussi, c'est on on- on n'a jamais autant galéré qu'en travaillant autant. Voilà. J'en sais quelque chose puisque moi je suis pas un malheureux, moi je fais partie des cadres. Enfin, je ne me plains pas. J'ai une bonne vie, mais le nombre de rapports d'heures travaillées
avec le réel salaire qui tombe aujourd'hui pour 9 Français sur 10 est devenu catastrophique. C'est-à-dire que même les gens qui bossent dur, ils sont obligés de compter pour les courses, compter pour leur gasoil, compter pour leur baraque. Et là, on est dans un moment dramatique de notre pays où c'est le sujet, hein, c'est le sujet. Il faut qu'on commence à payer moins d'impôts là, parce que c'est plus possible en fait. Et je le vois, mais tous les jours, je parle avec plein de gens différents, les commerçants, les travailleurs, et les étudiants. Ça, ils ont plus un rond, les étudiants, quoi. Et alors oui, bah oui, il faut qu'ils aillent bosser, mais en même temps, quand ils vont bosser, ils sont payés, mais à des prix de dingue. Du coup, ils perdent leurs droits quand ils vont bosser. Enfin, il n'y a plus rien qui marche en réalité. Il n'y a plus rien qui fonctionne dans ce pays. Et donc, tu rajoutes à ça l'ultra-violence dehors, les agressions, tout ça. En fait, il nous reste quoi vraiment là pour se marrer? Ouais. Je parle même pas de la télé, hein. Parce que avant, on avait encore la télé, tu sais, le jeu, le pain et le jeu. On n'a plus le pain, on n'a plus le jeu. Ouais. C'est la vérité, hein. On n'a plus le pain, on n'a plus Ouais. le jeu. Donc, il y a jamais eu des audiences aussi merdiques à la télé. Les gens regardent plus. Il y a plus rien. Ouais, c'est vrai. Donc, en vérité, le pays, là, ça craint. Et c'était ça l'idée du livre, c'était de dire ça va mal finir, mais en règle générale. En règle générale, ça va mal finir. Il y a peut-être des gens qui sont moins touchés par l'insécurité, mais quand tu parles avec eux, ils vont te dire, moi j'ai plus de thunes et je bosse, quoi. Ma femme, elle bosse, on fait 40 heures par semaine ou 45 heures, parce qu'en France, on est quand même un des rares pays au monde où on n'a pas le droit de dépasser un nombre d'heures de travail. Sinon, l'URSSAF te tombe dessus. Mais en fait, si j'ai envie de bosser 70 heures semaine, qu'est-ce que ça peut vous foutre? J'ai juste besoin de thunes, laissez-moi bosser. Ben, en France, c'est interdit. Tu ne Ouais. peux pas travailler plus d'un certain nombre d'heures. Je crois que Ouais. c'est 45 heures, je crois, hein, ou 42 ou 45, je sais plus, il faut vérifier. Mais, ben, tu dis, mais Ouais. c'est quoi ce pays où on interdit les gens de bosser, en fait? C'est Ouais. surtout qu'en plus, les salaires sont plus là, quoi. Et, euh, et donc voilà quoi. Voilà les grandes lignes. Donc retenir des choses. Tu sais, moi, j'existe aujourd'hui, j'existerai plus dans. Ça, je le sais en fait. On m'oubliera. C'est pas très grave en vrai. J'aurais existé pendant un petit moment, mais on va m'oublier. Et puis c'est pas plus mal hein, qu'on m'oublie. C'est pas très grave. Mais en tout cas, j'ai laissé une trace. Voilà. Mes enfants ont le livre. Et je veux qu'ils le perdent jamais, qu'ils le transmettent à leurs enfants, de façon à ce que, déjà, c'est la transmission, quoi. Ouais. Aimer et transmettre. J'ai toujours, on est là que pour ça, aimer et transmettre. Donc, aimons-nous et transmettons. Eh bien, écoute, ce sera une magnifique conclusion. Aimons-nous et transmettons. Je suis complètement d'accord avec ça. Merci pour ta disponibilité, le Jarl. Merci Avec pour plaisir. cet entretien. Et tous ceux qui veulent en savoir plus et qui veulent lire le livre, je mettrai tout ce qu'il faut pour aller acheter le livre en lien direct. Comme ça, vous le trouverez rapidement chez vous. Merci encore une fois et je te dis à très bientôt, le Bah, Jarl. merci. Merci en tout cas de l'invitation. Merci.